Bonjour Alexandre, aujourd'hui je reçois Alexandre Chaudler. Alexandre, bonsoir. Alors Bonsoir Alexandre, Fabien, comment allez-vous? ça va très très bien. Alors présente-toi un petit peu à nos lecteurs. Qui es-tu, Ah, Alexandre Chaudler? Alors, qui je suis? D'abord, j'ai une formation d'historien, donc je suis spécialiste en histoire antique et contemporaine, et je suis passionné par tout ce qui a trait à l'Antiquité, voilà, tout simplement, mais surtout la période gréco-romaine. Et j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Alexandre le Grand, l'assassinat et la tombe perdue, qui justement est axé sur la fin de vie d'Alexandre le Grand et sur la découverte de sa tombe qui n'est toujours pas connue à ce jour. D'accord. Voilà. Et alors, et ton ouvrage là, c'est pour définir un petit peu, c'est un roman, donc tu as romancé un petit peu ou absolument pas, tu as vraiment retracé l'histoire. Alors, disons que c'est un livre un peu atypique parce que ce n'est pas une biographie au sens strict du terme. C'est un récit qui relate la vie de l'explorateur et espion qui a découvert la tombe d'Alexandre le Grand. Et par ce biais-là, je le laisse faire une enquête. Donc, disons que tout est basé sur une histoire réelle. Seuls D'accord. les dialogues sont romancés pour les besoins de l'histoire. Voilà, très bien. Voilà. D'accord, je vois, voilà, donc c'est pas une autobiographie pure et dure avec des lignes et lignes. Non, non, en fait, je trouvais qu'il y avait assez de biographies sur Alexandre le Grand, donc où il est né, ce qu'il a fait, ensuite, voilà. Donc, Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Moi, je voulais vraiment m'atteler à la fin de sa vie, ce qui s'est passé, pourquoi est-il mort si jeune et ce qu'il est advenu ensuite de son corps, voilà, tout simplement. d'accord, donc aujourd'hui, le Voilà. grand mystère, c'est on sait où est la tombe d'Alexandre le Grand, mais on ne sait Oui, pas le croire, on n'a jamais retrouvé, c'est ça? exactement. On croit savoir où est sa tombe, mais je révèle en première mondiale où est véritablement sa tombe à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est ça le grand mystère. D'accord, et ça, alors, tu révèles en première mondiale, bon, c'est pour les besoins du roman ou c'est une réalité aujourd'hui ce que tu C'est une révèles dans ton... réalité parce que je travaille avec une archéologue internationale qui a trouvé, d'après les indices que je lui ai fournis, l'emplacement exact et on attend les autorisations de fouilles depuis 2022. D'accord, c'est ça aujourd'hui, voilà, Voilà. c'est ce que je veux dire, c'est une Et histoire réelle quand même. Tu vas on en est romancer, à l'heure d'aujourd'hui, tout à fait, oui. tu vas romancer pour mettre en forme, pour pas que ça fasse une autobiographie pure et dure. Mais Voilà. aujourd'hui, tu révèles des informations totalement réelles parce Tout que à fait, tout à fait, ce ouais. que je veux dire vraiment aux gens, c'est qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est impliqué vraiment dans les recherches euh, Tout à internationales fait, au niveau de absolument, Alexandre absolument. le Grand. Voilà. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est-à-dire établir la véracité des faits qui sont apportés dans mon livre. D'accord. Et Voilà. aujourd'hui, alors, on va parler d'Alexandre le Grand. Alors, pour définir un petit peu, alors, tout le monde connaît le nom d'Alexandre le Grand. On connaît le nom, le conquérant, Alexandre le Conquérant, etc. Bon, très bien. Mais aujourd'hui, Alexandre le Grand, comment dire, il y a un héritage de Alexandre le Grand réel dans notre vie moderne et dans notre société aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'héritage, d'abord, c'est un monde multiculturel, un monde axé aussi sur le commerce international, ce qu'il a beaucoup développé, sur une identité multiculturelle, ce qu'il a développé aussi, sur un échange de commerce mondialisé, dont il a été le premier à en faire usage, et surtout l'art de la guerre, qui est enseigné dans les écoles militaires, est très fortement axé sur les tactiques d'Alexandre le Grand. D'accord. Voilà. Et ce Donc, qu'on me disait tout à l'heure, on en parlait vite fait un petit peu, et d'ailleurs tu me l'as dit, ce que je m'imaginais, c'est qu'aujourd'hui, Alexandre le Grand, voilà, c'est le premier tacticien de guerre avant Napoléon. ah oui, bien sûr, c'est le premier tacticien de guerre qui a inventé une tactique révolutionnaire avec sa technique de phalange et qui a aussi inventé la guerre éclair, hein, puisqu'il a débordé en un temps éclair les rangs ennemis. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, il y a vraiment un héritage. Bon, déjà, comme tu le dis, ben, de guerre, parce qu'avant tout, c'était quand même un conquérant. Oui, justement, alors ça, c'est un petit peu l'histoire qu'on veut mettre en avant sur Alexandre le Grand, c'est l'histoire du conquérant. Donc moi, j'axe surtout sur la personnalité d'Alexandre le Grand qu'on connaît très peu, donc sur sa visée politique à long terme, sur l'unification du monde, l'Occident et l'Orient,
sur sa politique culturelle, c'est-à-dire c'est lui qui a créé l'idée d'une bibliothèque universelle où tous les savoirs seraient concentrés en un seul lieu, ce qui allait donner naissance à la bibliothèque d'Alexandrie un peu plus tard. D'accord. Lorsqu'il était à Babylone, il a réformé toute la ville, donc il s'est attelé à faire une réforme agraire, à faire une réforme monétaire, à baisser les taxes. Donc il était un vrai chef d'État. Et c'est un petit peu ce qu'on ne voit pas dans le film d'Oliver Stone, par exemple, qui est trop axé sur la nature que guerrière d'Alexandre le Grand. Moi, je trouvais que les autres aspects, ils étaient sinon aussi intéressant que plus intéressant, quoi, parce qu'on connaît l'aspect guerrier, mais il faut mettre en avant l'aspect de l'homme d'État, voilà, du régent, du roi, de l'empereur. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire finalement que, parce qu'on attribue beaucoup à Napoléon la politique, les lois, tu comprends ce que je veux dire? On attribue beaucoup à ça dans l'ère moderne jusqu'à nos jours, mais finalement, Oui, l'ancêtre, c'est correct pour la France, pour le code d'état civil et tout ça, c'est correct pour la France, ouais, mais mais oui. est-ce que finalement, il n'y a pas une empreinte, finalement, si on en est arrivé à créer ces lois, etc., c'est peut-être aussi un héritage d'Alexandre le Grand dans une mentalité Absolument, et dans absolument. tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'au final, Oui, il a tout à peut-être fait, absolument. poussé. Napoléon le Grand était Napoléon le Grand, Napoléon Bonaparte était un grand admirateur d'Alexandre le Grand. Donc, c'est Voilà. Est-ce que absolument. finalement, c'est pas Alexandre le Grand qui pose les bases d'une société moderne, je dirais, et d'une politique, comme tu dis, économique, Tout à commerce, fait. Voilà, structurée? voilà, C'est exactement. ça. Alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste d'Alexandre le Grand, mais tu peux nous en dire un petit peu plus, sa nationalité. Alors voilà, peut-être je ne veux pas être un peu bébête, Alors, mais c'était les Grecs, mais à l'époque, le terme de grec était éparpillé voilà, c'est ça. On en peut termes de l'attribuer à cité. quel Donc, pays, Alexandre le Grand, aujourd'hui? il est né à Pella, en Macédoine, donc, ce qui est D'accord? une région du nord de la Grèce. Et à l'époque, il y avait toujours un débat qui avait lieu. Est-ce que la Macédoine était bien grecque? Est-ce qu'il faisait partie des cités grecques ou non? Donc, Ouais, donc la nationalité, voilà. finalement, c'est assez flou, moderne. Voilà. On est dans une... Mais il était voilà, on pourrait dire qu'il est de nationalité grecque aujourd'hui, donc ça ne fait aucun doute, hein, vu que la Macédoine a toujours fait partie de la Grèce. C'est juste que chacune des régions de la Grèce, qui était donc chacune des cités, avait une propre autonomie et une propre identité, mais ils avaient tous en commun le langage, la croyance religieuse et les rites. Donc voilà, on pourrait dire d'une manière de synthèse qu'il était grec. Voilà. D'accord, oui, voilà. Grosso modo, c'est pour situer le personnage. Voilà, voilà, Je tout pense à ce que je fait. veux dire. Et Alexandre le Grand, au niveau des conquêtes, en grosso modo, parce qu'il faut se situer, il est allé jusqu'où, lui, en fait? Bah, il est allé bah, jusqu'en Inde, comme on le sait tous. Donc, c'était le premier empire mondial de par sa taille. Donc, lui, il allait. Donc, voilà, Alexandre le Grand, il avait conquis donc, toutes les, enfin, Bah, donc, tout ce qui toute est aujourd'hui la l'Europe. Turquie, tout ce qui est aujourd'hui la Turquie, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, l'Égypte, l'Irak, l'Iran, tout ce qui est le Tadjikistan, l'Afghanistan, l'Inde, jusqu'à l'Inde-Couche, donc jusqu'aux frontières du plateau de Péninsule. Il avait un territoire Oui, énorme. En c'est termes immense. en termes de date, la période Alexandre le Grand, ça se situe à peu près pour comprendre, parce qu'on n'a pas tout le monde qui connaît, Bah, tu sais. disons qu'il est né en 356 avant notre ère et qu'il est mort en 323 avant notre ère, donc c'est le quatrième siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Donc, voilà. Voilà, donc c'est là, voilà, c'est pour Et, situer la période dans l'histoire. voilà. Hein. Et la période phare, la période clé d'Alexandre le Grand, c'est aussi vers 330, donc quand il est en Égypte et quand il se fait proclamer pharaon d'Égypte parce qu'il a libéré l'Égypte de la colonisation perse. Donc ça, il faut le savoir. Donc C'était Alexandre le nécessaire. Grand a été aussi, fait partie aussi des pharaons égyptiens, c'est ça? Tout à fait. Donc il fait Il partie a aussi. été- Il a marqué Donc, l'histoire de plusieurs régions du monde finalement. absolument, Une seule absolument, absolument. personne, c'est une seule personne qui a marqué plusieurs cultures totalement Oui, oui, différentes. exactement. C'est quelque chose dont on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui parce qu'il était à la fois grand roi et prêtre à Babylone. Il Voilà, c'est était ça. empereur perse, il était pharaon d'Égypte.
Il était le grand roi de Grèce. Donc, c'est comme si aujourd'hui, une seule personne pouvait régner sur l'Amérique, sur la Russie et sur l'Europe en tant qu'une seule personne. Donc, c'est Donc, gigantesque. Donc, en faisant ça aussi, il faut, enfin, moi, comment je vois la chose, c'est qu'en fait, finalement, il était un conquérant, mais aussi, il a réuni plusieurs peuples et peut-être il a aussi fait la paix finalement, puisqu'en réunissant tout le monde, et c'était lui. Absolument, absolument. Mais c'était l'idée première, c'est-à-dire que lorsqu'il se lance à la conquête de l'Empire perse, il voulait se venger des invasions perses sur le territoire grec. Donc, il y avait là-bas une grande idée de vengeance chez les Grecs, mais en même temps, une fois ce devoir accompli et une fois l'ennemi perse vaincu, il a changé du tout au tout et il a pensé qu'avec toutes les guerres qui étaient, parce que les cités grecques étaient toujours en guerre l'une contre l'autre, donc c'est un petit peu comme la Perse. Donc, et il a émis l'idée de voir un empire unifié, c'est-à-dire entre Orient et Occident, d'avoir un territoire sous plusieurs lois, c'est-à-dire que chacun gardait ses lois spécifiques, mais sous une loi générale du roi, c'est-à-dire d'avoir une paix sur tous les territoires, qu'il n'y avait plus de guerre entre les cités, que c'était un territoire unifié où tout le monde pouvait circuler librement, les personnes, les marchandises, les idées, mais que tout le monde, en même temps, c'est pas comme l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'est pas absorbé dans une sorte de gouffre où tout le monde doit être ça, ça, ça. Chacun gardait sa nation et sa nationalité et ses propres cultes sans qu'il y ait d'interférence d'un niveau central. Et il voulait déplacer sa capitale qui était en Macédoine à Babylone. C'était sa grande idée parce qu'en fait, Babylone était idéalement centrée pour être le centre de son monde parce c'était une cité-État en Irak qui était à tous les carrefours d'échanges commerciaux. Donc, c'était extrêmement important pour lui. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a su développer certaines cités qui étaient proches du golfe Persique pour pouvoir amener la marine marchande à faire plus de commerce et à ouvrir la route avec l'Inde, par exemple, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, voilà. Donc, il avait des idées complètement révolutionnaires pour l'époque, hein. Voilà, c'est ça que je veux en venir aussi, c'est que aujourd'hui ton livre, en réalité, il traite de cette personnalité-là et des idées un petit peu d'Alexandre le Grand, mais plus Voilà. personnelles. Tu ne le présentes pas en gros comme un tueur sanguinaire, comme on pourrait le présenter dans des films d'Oliver Stone ou autres qui sont. Non, 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 mais même dans le film de Weston, il n'est pas présenté comme un tueur sanguinaire. Dans le terme de la bataille, il y a des tueries, Ah, donc c'est c'est ça. normal. La guerre, c'est ça. Donc, il ne faut Il n'y a pas se pas que leurrer. ça à dire sur lui. Oui, voilà, exactement. Sauf que la guerre à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas un carnage, donc chacun avait une chance d'en réchapper s'il était bien formé. C'est pas comme aujourd'hui, voilà, où des bombes tombent par-ci par-là, que c'est complètement aveugle. Non, je pense que le film d'Oliver Stone est assez bien fait si on veut cerner le personnage du guerrier d'Alexandre le Grand. Tu Même parles s'il y a de ça. beaucoup d'erreurs, même s'il y a beaucoup d'erreurs, parce que le passage avec Roxane, c'est complètement faux, hein, donc voilà. Parce qu'en fait, Roxane, c'était une jeune princesse qui avait 16 17 ans, elle était jeune, fine, gracieuse, elle n'était pas le type de femme qu'on voit à l'écran. Et la nuit de noces, c'était complètement farfelu, ce truc qu'on a vu dans ce film. Mais sinon, ça se tient plus ou moins bien qu'il y a des raccourcis assez faciles et qu'il y a pas mal d'erreurs historiques. Mais sinon, c'est un film qui se tient bien. Mais moi, sur mon livre, ce qui m'interpelle, c'est la traîtrise. C'est ce que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire la traîtrise de ces généraux qui, à un certain moment, n'arrivent plus à comprendre Alexandre parce que eux, dans leur idée, c'était juste de conquérir la Perse, de prendre le butin et de rentrer en Grèce. Et lui, c'était pas son idée du tout. Donc, il ne voyait pas ça comme ça. Pour lui, c'était un travail d'unification, un travail de régence. Voilà, c'est ce qu'on en Et vient là. voilà. Et donc, il y avait un certain moment, il y a eu un porte-à-faux entre ces généraux et lui. Donc, on lui a reproché de s'être trop orientalisé, d'être devenu un traître par rapport aux traditions grecques. Donc, il y a une certaine forme de nationalisme grec qui a ressurgi. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'il a été trahi à la fin, qu'il a été assassiné. C'est ce que je démontre. Donc, qui est impliqué, qui a fait quoi. Et par exemple, il y a son médecin qui est spécialiste des empoisonnements qui disparaît la nuit
où il lui arrive quelque chose. Donc, je dirais pas quoi, mais c'est dans mon livre. Et donc, ce quelque chose va lui être fatal. C'est pour ça qu'il est mort à presque 33 ans, hein. Donc, il était en pleine forme et il n'est pas mort de malaria, ce qu'on appelle en France du paludisme. Donc, ni d'une beuverie, c'est n'importe quoi, ni non plus du syndrome de Guillain-Barré, ce qui ne correspond pas du tout à ses symptômes, parce qu'il faut savoir qu'il a mis 14 jours à décéder. Donc, c'est pas comme dans le film où il tombe malade d'une fièvre et qui s'allie dans un lit et puis qui meurt. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais en fait, il Entre-temps, est mort d'une crise, c'est ça. C'est il est une mort de... mutinerie, quelque part. Quelque part, c'est une mutinerie, c'est des gens qui sont retournés contre lui, qui n'auraient pas dû, puisque c'était ses alliés. Et tu démontres, alors, toi, tu le démontres aujourd'hui, tu dis, mais voilà, comme tu en as dit tout à l'heure, c'est une réalité aujourd'hui, parce que toi, tu as accès à des documents internationaux, Tout à tu as fait. un archéologue. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que ce que tu, aujourd'hui, tu vas, comme tu nous disais tout à l'heure, depuis 2022, donc vous avez situé la tombe par rapport à des manuscrits, j'imagine, des choses que vous avez eu accès parce que Oui, tu es alors historien. disons que là, c'est encore plus explosif que ça, vu que j'ai eu accès au témoignage d'un descendant de la famille du découvreur, qui a découvert la tombe il y a plus de 120 ans. Malheureusement, pour lui, il a été assassiné en 1911. Donc, il a emporté tous ses secrets dans sa tombe. C'est juste, j'en ai eu vent juste parce que je connais un de ses descendants, voilà, qui a certaines informations avec lui et on en a parlé. Et donc, mais il me manquait plein de choses parce qu'il y avait juste certaines formes de ces passages, parce qu'il a mis ça sous écrit, là, il a écrit pas mal de choses, mais il restait que des bribes, donc il me fallait faire tout un travail de reconstitution, qui était qui faisait quoi, et par la suite, il s'est passé quoi. Donc, j'avais juste des bribes comme ça que je devrais rassembler, et par la suite, j'en ai fait tout un récit, parce que les primes. Ce livre-là, aujourd'hui, tu as pris combien de temps à l'écrire du coup, puisque j'imagine que tout Bah, la j'ai mis deux connaissance. ans. Oui, j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire, mais j'ai fait pour plus de 10 ans de recherche parce que j'ai déjà commencé ces recherches avant que faisais mon premier livre et j'en suis à mon sixième qui va être D'accord, donc publié c'est bientôt. quelque Donc, chose qui, voilà, c'est vraiment un livre aussi avec de, ce qu'il faut dire, c'est vraiment un livre avec de la recherche réelle et des tout à choses fait. Très, très et des lourd. choses Une recherche réelle d'actualité très, très lourde. qui Oui. sont nouvelles aussi. Dedans, tu vas apprendre des choses que personne ne sait parce que tu as. Absolument. Voilà, on est d'accord, c'est vraiment un livre, Alexandre le Grand, Absolument. pour les fans qui sont les gens qui s'intéressent à l'histoire ou à Alexandre le Grand, c'est vraiment un livre qui nous apprend des nouvelles choses et pas que les choses qu'on connaît d'Alexandre le Grand, vraiment. Absolument. C'est ça le principal, c'est que tout est inédit, quoi, en fait. D'ailleurs, je complémente aussi la liste que les archéologues ont fait de la tombe, c'est-à-dire il y a eu pas mal de lieux où la tombe a été supposée être. Et moi, j'ai complémenté toute la liste parce que je sais tout le parcours. Parce que son corps n'a pas été déplacé une ou deux fois, il a été déplacé 9 fois. C'est pour ça que les archéologues français et les archéologues d'autres nations ont cherché au mauvais endroit parce qu'ils ont cherché à l'endroit numéro 2 et il était déjà déplacé depuis longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pas retrouvé. Donc Voilà. on a eu un temps de retard dans les recherches chaque fois par rapport aux écrits et par rapport à Absolument. tous les déplacements qu'il y a eu dans l'époque en fait. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des révolutions culturelles, il y a eu des raz-de-marée, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu plein Et de qui c'est choses qui qui ont déplace fait. le corps chaque fois en fait? Parce qu'Alexandre le Grand, à sa mort, il était encore vénéré, il y avait encore la trace d'un peuple Absolument. C'est là où qui. ça devient. Oui, tu poses une bonne question parce que c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y a eu, sous le pharaon Ptolémée II, il y a eu un commencement de culte d'Alexandre, c'est-à-dire qu'on a mis en place une caste de prêtres qui était exclusivement dévolue au culte d'Alexandre, c'est-à-dire qui officiaient tous les jours à entretenir euh, son temple parce il était enterré dans une sorte de temple, dans un tomos spécial avec plein d'offrandes, avec plein de décorations. Donc tout ça allait être entretenu tous les jours. Donc il y avait des prêtres qui venaient pour recueillir les offrandes, pour entretenir le lieu, entretenir le sarcophage et tout. Et donc ces prêtres ont continué pendant plusieurs siècles à œuvrer pour sa dépouille. Donc ils se sont suicidés jusqu'à la fin des pharaons. Et plus tard, ce sont justement des érudits arabes qui ont pris le relais. Pourquoi? Parce que justement, dans le Coran, Alexandre est référencé comme un prophète. Donc pour les Arabes, à l'heure d'aujourd'hui, il est un prophète. Voilà.
pour les Grecs, il était un héros. Pour le monde occidental, c'est le modèle à suivre. Et pour les Arabes, c'est un prophète. Donc en fait, Voilà. c'est quand même quelqu'un aujourd'hui qui, dans trois cultures, on va dire trois, mais dans plusieurs cultures différentes, complètement à l'opposé, Quatre, puisque dans le réussit. judaïsme, il était mentionné comme étant un des élus de Dieu. D'accord. Donc, alors, dans toutes les. Alors, aujourd'hui, on va situer, si on prend le judaïsme, le Coran, donc je dirais Et l'islam musulman, et, oui, musulman, et le oui, christianisme. Donc, c'est quelqu'un qui, dans trois religions différentes, arrive à être considéré comme quelqu'un d'important. Dans trois oui, religions totalement différentes, avec exactement. trois prophètes différents. Donc, il est accepté des trois. C'est donc aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, Alexandre le Grand, c'est aussi l'unificateur de trois religions ensemble. Un point Tout à commun, fait. les Oui, lignes. on pourrait le voir comme ça, tout à fait, oui. Parce On voit ce qu'on- il a transcendé sa stature de conquérant en devenant une sorte de prophète immortel. Et c'est Oui, ça un puisque petit peu être présent dans trois religions aux cultures totalement différentes et comment dire et au final en unifiant puisque il avait un royaume qui contenait donc toutes les religions finalement Ah, qu'on tout à connaît. fait. Alors les Mais religions, à l'époque, c'était un peu plus simple. À l'époque, c'était un peu plus simple parce que tout le monde était polythéiste. Donc, on avait moins de mal à unifier les polythéistes entre eux que les monothéistes. Donc, c'est un petit peu la problématique aujourd'hui. C'est que chacun a son dogme et ils ne sont pas tout à fait compatibles entre eux. Ce qui avait pas en fait, il n'y a pas eu ce problème dans l'Antiquité, puisque tout le monde était polythéiste, donc c'était beaucoup plus simple, mais c'est toujours possible aujourd'hui si on enlève les dogmes. Le problème, c'est ça, ce sont les dogmes. Et donc, pour en revenir au livre, donc je relate l'histoire de cet aventurier, donc espion et explorateur français, il y a 120 ans, et comment il a fait pour découvrir le tombeau et ce qui est advenu par la suite. Mais je relate aussi la dernière année de vie d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire sa nuit fatale, donc ce qui s'est passé à son dernier banquet, parce que ça s'est passé à un banquet. à Et quel âge donc, il avait pour situer à peu près à sa mort, pour situer à l'époque l'âge d'Alexandre le Grand quand sa vie s'est arrêtée. 33 ans. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un depuis euh, son règne à peu près, son Il a vrai règne. duré, il a duré 13 ans son règne, puisqu'il a été couronné roi à 20 Donc à ans. 20 ans déjà, donc c'est quelqu'un qui a 20 ans, donc assez très très jeune. Ah oui, mais il a déjà fait sa première bataille à 16 ans, hein. Il a écrasé un Voilà. nombre C'est là aussi considérable je veux d'ennemis en revenir. Donc, étant on a, adolescent, hein. Oui. on a un personnage, alors pour le situer, on a un érudit, parce que quelqu'un qui a réussi à unifier les peuples, à parler un discours, un grand orateur, puisque son discours est passé sur toutes les religions et a été accepté jusqu'à être quelqu'un d'adulé, aussi bien par les Arabes, par les chrétiens, que par les Juifs finalement. Oui, Donc c'est tout à quelqu'un de fait. multiculturel. Alors après, je ne sais pas à l'époque si tout le monde parlait le grec ou s'il y avait plusieurs langues dans son royaume, ou si lui parlait plusieurs langues aussi. Il y avait une 45 langues différentes dans son royaume, hein. Lui arrivait à communiquer dans un royaume, donc son royaume à lui, où il y avait 45 langues différentes, Oui, il n'y a, etc. il y a pas de problème à cela parce que à la cour de Darius, donc, dont il a pris de la relève, il y avait des interprètes. Donc, les édits Voilà, donc, royaux étaient traduits dans toutes les langues du royaume. Ce n'était pas un problème. donc on a aussi affaire à un génie, puisque finalement c'est quelqu'un aussi d'intelligent, c'était un génie de l'époque aussi, pour arriver à faire ça, à Oui, unifier tout tout un à fait. royaume. Enfin, je pense qu'on peut parler aujourd'hui de quelqu'un de l'œuvre du génie, puisque, Tout à comme on fait. le dit, Je suis d'accord. aujourd'hui, on n'arrive pas à unifier un pays avec une personne, souvent Oui. dans la politique, et on a un homme qui a unifié combien de pays, je ne sais pas exactement, tu vas nous le dire certainement. Plus de 40 pays, une quarantaine de pays. Donc, on a quelqu'un qui a unifié 40 pays à une Voilà. époque où c'était une époque de guerriers, où les gens n'étaient pas non plus très évolués. Alors, est-ce qu'il y a une influence du fait que peut-être lui, intellectuellement parlant, était beaucoup plus élevé que les autres, donc un génie de l'époque, avec des gens qui ne, peut-être pas une éducation aussi forte, etc. Est-ce que ça a pu jouer dans ce fait-là? Oui, alors là, c'est un peu complexe. Dis donc, les Perses étaient habitués à suivre les ordres du roi. Donc, pour eux, ça ne leur posait aucun problème de suivre les édits qu'on leur donnait. Bon, pour les Grecs, c'était un peu plus différent.
C'est-à-dire que pour les Athéniens, ils étaient habitués à être beaucoup plus libres. Donc, ils ne suivaient pas forcément leur leader, oui ou non, pour un oui ou pour un non. Donc, ça dépend. Les autres cités, ils avaient des rois, donc ce n'était pas un problème. Mais une problématique principale était, c'est ce que j'ai relevé d'après les textes, hein, parce que je ne m'en suis pas rendu compte lorsque j'avais 15 ans, 20 ans, lorsque j'étudiais pour la première fois Alexandre le Grand. C'est qu'en fait, il y avait une vraie dérive nationaliste dans ses rangs. C'est-à-dire que tous ces soldats étaient en ordre, parfaitement en ordre, seulement avec ces généraux, il y avait cette idée que, en fait, il fallait traiter les autres comme des barbares. Donc, nous, on était les chefs, nous les Grecs, et les autres, on leur prélève les trésors, les choses, on les gouverne, et puis on les laisse comme ils sont. Donc, en fait, et c'était pas de tout l'idée d'Alexandre. Pour lui, c'était de faire un empire unifié, que tout le monde avait les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi. Et d'ailleurs, il a incorporé plein d'unités perses, plein d'unités mèdes, ce qui sont aujourd'hui les Kurdes. Dans ses armées, il y avait aussi bien des Indiens que voilà, plein d'autres. Et est-ce que c'était aussi, Ouais. est-ce qu'ils avaient ce rôle aussi, tu sais, tu parles des Grecs, donc les Grecs, quand ils ont pris des pays, j'imagine qu'il y avait des pays beaucoup moins évolués. Est-ce qu'en arrivant, ils faisaient aussi élever les classes, le pays en Non, non, en technologie? fait, c'était le contraire. C'était le contraire. En fait, les soldats grecs, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu toute la richesse de Babylone parce qu'ils venaient quand même de petites cités grecques où c'était quand même assez rural. Mis à part les palais des rois grecs, il y avait quand même pas ce niveau de raffinement en Grèce antique. Donc, il faut le dire. Donc, à l'époque, Babylone, c'était une cité immense. C'est comme si on comparait à une petite ville à New York. Donc, c'était immense, c'était très raffiné. Il y avait c'était énorme. Donc, ils ont été très impressionnés et c'est ce qu'on voit aussi dans le film d'Oliver Stone. C'est ce qui est bien rendu. D'ailleurs, c'est une des choses qui est bien rendue, c'est cet état d'émerveillement devant toutes ces splendeurs, devant toute cette richesse. Et donc, il y a eu aussi une forme de jalousie, je pense, de certains généraux grecs sur la capacité d'Alexandre à se métamorphoser non plus en guerrier, leur leader, mais en un roi qui commençait à moins connaître, vu ils étaient vraiment carrément hostiles. On le voit dans les textes, avec l'incorporation des troupes perses ou les troupes de Babylone qui devenaient leurs égaux quoi, dans les rangs militaires. Et ça ne leur plaisait mais alors, pas du tout. Ensuite, il y a eu cette affaire avec le trésorier du roi qui s'en va avec le trésor de Babylone. Il s'en va à Athènes faire un marché avec des politiciens corrompus, ce qui n'est pas, d'ailleurs pas nouveau. Hein, donc c'est parce que Athènes était notoirement corrompue. C'était une république très, très corrompue. Et donc, voilà, c'est là où ça commence, la corruption, les Ouais, coups bas, voilà, donc, les manigances. Donc, on voit qu'il y a un certain cercle de généraux qui complotent pour, en fait, défaire l'Empire, pour s'accaparer des terres, des régions et dire, voilà, je vais me proclamer roi, moi, je vais garder tout le butin pour moi et je vais tuer Alexandre. En fait. L'idée de base, c'était ça. En fait. voilà. Voilà. Et après, alors, dans ton livre, en fait, voilà, c'est ça qu'on on disait tout à l'heure. Ça commence avec cet homme qui, à 120 ans, découvre la tombe d'Alexandre. Voilà. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'imagine, c'est les pensées de cet homme-là qui va enquêter, donc, euh, savoir, Oui, j'imagine. alors là, c'est une petite tournure que j'ai faite parce que, en fait, le découvreur qui mène l'enquête, c'est un petit peu nouveau, mais j'ai trouvé par ce biais-là l'occasion de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé la dernière nuit avec Alexandre le Grand. Il a Voilà. été victime d'un coup d'État, quoi, en fait. Voilà. Parce qu'à un Oui, oui, certain oui, oui. moment, il y a même la garnison de Babylone qui s'est rebellée, qui voulait voir le roi, ils les ont pas laissés entrer dans le palais. Donc les généraux ont carrément mis un frein entre l'armée qui voulait entrer et voir le roi et les généraux qui gardaient la citadelle. Donc il y a eu véritablement un coup d'État, c'est ce que je démontre dans ce livre, orchestré par plusieurs personnes, Oui. euh, voilà, contre la personne d'Alexandre le Grand. Et ensuite, d'ailleurs, on le voit parce que ceux qui ont réussi le coup, ensuite, ils assassinent toute sa famille. C'est-à-dire, ses deux fils sont empoisonnés, sont assassinés. Sa mère est victime d'un coup monté, donc elle est assassinée aussi en Grèce.
Donc, les batailles continuent pendant 100 ans après, hein, entre les Oui, successeurs. voilà, oui, Donc, oui. c'est une Et du tuerie sans coup, nom. Donc, ben, c'est exactement ça. l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Donc, voilà. Et à sa mort, l'Empire, est-ce que l'Empire il décline, hein, j'imagine, comme tu dis, avec des tueries et tout ça, parce qu'il explose, c'est ça? Parce Ah que oui, c'est ça explose en mille morceaux. Chacun de ces généraux, donc il y a une lutte de pouvoir, qui va faire quoi et qui va être en alliance avec qui. Donc, chacun essaye de prendre le plus de butin possible pour lever des armées et écraser l'autre. Donc, d'abord, c'est ça. Ensuite, les enfants d'Alexandre vont devenir les otages d'un enjeu politique entre plusieurs factions. Donc, ils vont être kidnappés, ensuite déplacés en Grèce, et finalement, lorsqu'ils arrivent à l'âge de la majorité, ce qui est en Grèce à l'époque, ce qui était 15 ans, ils sont assassinés parce qu'ils vont devenir une gêne pour le nouveau roi qui s'est mis en place. Donc, oui, voilà, je comprends tout voilà, à fait, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, ton livre, donc Alexandre le Grand, l'assassinat et la tombe perdue. tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ton livre, je pense qu'on a fait le tour. Ça retrace voilà, tout ça et cette idée de quand on a retrouvé la tombe. Et surtout, fait inédit, c'est qu'en première mondiale, finalement, parce que vous n'avez pas encore eu voilà, les fouilles vont être faites depuis Voilà, tout à fait. 2022. On a découvert l'emplacement actuel du tombeau et on n'arrive pas à y rentrer parce qu'il faut une autorisation de fouille. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que l'emplacement aujourd'hui, il a encore changé depuis 120 ans. C'est-à-dire que, bon, la bâtisse, je ne dirais pas quoi parce que je ne vais pas faire de spoiler sur mon livre, mais la bâtisse que je révèle être qui est au-dessus du tombeau, entre-temps, elle a été démolie, quoi. Et ça a été remplacé par un immeuble privé et donc on a beaucoup de mal à avoir accès à cet immeuble privé vu que voilà, ce n'est pas un domaine public. Donc, et là, alors, pour situer, euh, là, il devrait y avoir donc la dernière tombe, donc la neuvième tombe des derniers déplacements Voilà, d'Alexandre le Grand et son corps, c'est ça logiquement? tout à fait, tout à fait. Mais je révèle aussi dans le livre que certains des artefacts ont été pillés. Donc la Alors ça, oui. personne, oui, Et, oui, et vous n'avez pas peur d'une chose oui, que quand tu arrives sur ça, tu fais, et comme personne l'a trouvé avant, finalement, tu vas, avec vos recherches, vous allez taper un peu fort. T'as pas peur qu'il y a des médias ou des gens qui essaient de décrédibiliser en disant non, mais en fait, ils ont dit n'importe quoi. Tu vois, des gens un peu plus haut placés qui veulent pas, justement, ou qui n'ont pas d'intérêt à ce que ça soit découvert, puisque finalement, c'est quelque chose d'énorme. Internationalement parlant, c'est quand même ah oui, fort. ça serait la nouvelle découverte, ça serait la découverte la plus importante depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922. Donc On est ça, d'accord. Et tu n'as oui. pas peur que des gens disent, ben non, en fait, ils disent n'importe quoi, des crédibilités parce que c'est pas eux qui l'ont trouvé, etc. Non, Dans ce non, en milieu-là. fait, c'est pas moi qui a peur, c'est mon archéologue qui a peur parce que je suis en communication avec elle depuis plusieurs années. Et elle a peur, en fait, que si on dit quelque chose à d'autres archéologues, en fait, on nous vole la vedette, entre guillemets, et qu'ils prennent leur truc pour eux parce elle m'a Parce déjà qu'aujourd'hui, parlé. ton livre, il fera foi, tu sais aussi, tu le sais, ça. Ton Hmm. livre, en le sortant, finalement, à cette époque-là, donc avant que les fouilles soient réalisées, ton livre fera aussi une foi en disant, ben oui, c'était déjà indiqué là-dedans avant que, si Oui, quelqu'un y mais j'ai fait même plus fort parce que ensuite je me suis dit je vais relever le pari de retrouver tous les artefacts qui ont été déplacés de la tombe parce que finalement à l'époque on pouvait déplacer des choses, il n'y avait pas de droit des antiquités, tout ça, ça n'existait pas. Et ce monsieur, donc d'ailleurs qui était un espion assez pauvre, il est devenu riche, mais immensément riche. Il s'est construit un château, il a vécu dans le luxe le plus Donc, opulent. tu penses qu'il a pris des artefacts pour lui Ah et oui, qui. il a pris certains artefacts qui pouvaient. Mais par contre, à sa décharge, on pourra dire qu'il avait le plan de faire sortir la dépouille d'Alexandre le Grand avec certains hommes d'affaires. Donc, tout était déjà mis en place pour l'offrir au Louvre. Donc, les contacts étaient déjà pris. Donc, Mais ça n'a euh, jamais été fait aujourd'hui. non, ça n'a pas été fait parce qu'il a été assassiné un mois avant de repartir en Égypte. Alors, Donc, assassiné, tu penses que c'est un assassiné. lien avec ça? Tu penses que l'assassinat est vraiment un lien avec ça? Ça, on ne le sait pas parce qu'en fait, c'était un agitateur connu parce qu'à l'époque, l'Égypte était sous domination anglaise et il était en mission pour la France contre les Anglais. Donc, il était très en porte-à-faux avec les Anglais. Donc, il a peut-être été assassiné pour un autre motif, ça, je ne saurais pas le dire.
C'est pour ça que c'est aussi un homme assez énigmatique, vu qu'il a financé Rimbaud. D'ailleurs, c'est lui qui a édité certains de ses poèmes en premier et qui a financé ses expéditions en Afrique pour ses trafics d'armes. On a le nom, Donc, il était. alors je sais pas, tu veux donner le nom de cet homme ou c'est spoiler le livre? C'est Octave Borelli. Donc, c'est un explorateur espion et diplomate français. Borelli, Et Marseillais. Marseillais. ça a à voir avec le parc Borelli, donc à Marseille, peut-être la famille ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Ça a à voir avec les Borelli de Saint-Tropez. D'accord. Voilà. Donc, Donc, tout ce qui est ouais, aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et c'était une famille assez énigmatique, hein, parce qu'au fil des temps, lorsque j'ai recherché pas mal de choses, je me suis rendu compte qu'il cachait pas mal de choses, ce qui est ouais. normal pour un espion, mais Non, mais voilà. finalement, il est devenu riche parce que ben, c'est quelqu'un qui a trouvé cette tombe-là, qui a récupéré les artefacts et qui est allé les revendre ou aller faire quoi. Oui, j'ai Parce que trouvé justement les traces de ces artefacts. c'est de l'or, les artefacts. Aujourd'hui, on parle d'or, j'imagine. Ah oui, d'or pur et d'autres. Par exemple, il y avait la couronne royale Alexandre le Grand avec encore certains de ses cheveux dessus parce que il faut le savoir, il a été momifié. Et ça, c'est intéressant parce que si on arrive à Tu remettre aurais la l'ADN nature, aujourd'hui. On pourrait récupérer l'ADN aujourd'hui d'Alexandre le Grand, j'imagine. absolument, absolument. S'il n'est pas trop dégradé, oui, je pense, parce On pourrait bien le que faire. Donc, ce on peut diadème aujourd'hui. a été vendu dans les années 70 à Londres. Donc moi, je mets tous les traces de tous les artefacts qui ont été pillés, je les mis dans mon livre, hein. Donc c'est Donc, bon. Par ce biais-là, ça m'a un petit peu causé des torts parce que les éditeurs étaient un peu ont rechigné à publier toute la liste de ce qui n'a pas un petit peu un côté romanesque. C'est un petit peu c'est un côté sec, mais on peut toujours sauter ce passage-là. Mais je trouve que c'était important d'avoir en fin de livre toute la liste des ventes, des trafics qui ont eu lieu à travers les artefacts d'Alexandre le Grand. Puis il y a Malraux aussi qui est cité dedans. Donc ça se déroule sur une période de 100 ans, quoi. il y a encore aujourd'hui, alors je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des artefacts connus d'Alexandre le Grand officiellement dans des musées, détenus par des musées officiels? Il y en a où il n'y a rien aujourd'hui. C'est que des choses qui ont été volées, jamais retrouvées. Disons que tous les artefacts sont majoritairement détenus par des collectionneurs privés, dont je cite le nom, parce qu'entre-temps, ils sont Et décédés. on a le droit aujourd'hui d'avoir ça? Est-ce que Non, on n'a pas le droit d'avoir ça. Non, non, c'est c'est totalement légal? illégal. Mais je cite le nom des collectionneurs privés, mais je ne sais pas s'ils ont de la descendance, je n'ai pas fait de recherche dessus. Est-ce que c'est illégal d'avoir des trucs comme Ah, ça? C'est des absolument, musées. absolument, absolument. Leur Ouais, place, ouais, c'est dans un tout à musée, fait, ça. tout à fait. Par Quelqu'un qui contre, aurait ça. Alors, Par oui. contre, il y a une petite tête d'Alexandre le Grand qui provient de cette tombe, qui est au musée de Baltimore en Amérique et qui a été acquis légalement. Mais c'est une petite tête C'est qui était. qu'aujourd'hui, on n'a que vraiment ça de légal autour d'Alexandre le Grand, vraiment Oui, une oui, chose oui. juste connue. On n'a rien d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sa tombe est totalement pillée. Donc, les Non, artefacts. non, elle est pas pillée du tout. Elle n'est pas pillée du tout parce que je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, il a importé que les choses qui sont aisément transportables, donc les petits artefacts. Voilà, il n'a pas emporté les choses volumineuses, donc il n'a pas emporté le bouclier et d'autres choses. Donc, la tombe est majoritairement, en ce qui concerne les grands artefacts, elle est intacte, donc plus ou moins. Seulement les petites choses, ils ont été décimés par-ci, par-là, donc, mais je les ai mis, j'ai mis la piste de ces artefacts C'est dans ça mon non, livre. c'est assez passionnant parce que là, tu arrives dans l'époque moderne, c'est-à-dire où Oui, on a oui, c'est de ça, ces ouais, de c'est ce que musées je fais de. dans mon livre, c'est-à-dire que je brosse 120 ans des artefacts, où est-ce qu'ils sont allés, qui les a achetés. Et en plus, là où ça devient encore plus intriguant, c'est que Malraux s'en mêle dans les années 60. Il a voulu, par exemple, récupérer un certain artefact et ça lui passait sous les mains parce que le Louvre ne voulait pas faire une authentification. Ça a duré trop longtemps et finalement, elle a été authentifiée, la relique, et un collectionneur américain l'a raflé en dernière minute. Hop, c'est parti en Amérique. D'ailleurs, ils Donc, sont. c'est en Amérique, mais encore aujourd'hui, tu le redis encore, c'est complètement illégal. C'est des objets qui sont Ah oui, tout à fait. placés dans un musée. Ça Tout à appartient, fait. ça appartient Absolument. voilà, on est d'accord Ça pour dire ça. appartient à l'humanité, la place des artefacts archéologiques est dans un musée. Donc voilà, déjà. Donc C'est des voilà. choses qui, aujourd'hui, on peut Voilà. parler de choses. Si aujourd'hui ces objets étaient là, il n'y a même pas d'estimation.
je dirais, Ah oui, c'est en argent. inestimable. Tout à fait, C'est des tout à choses fait, qui font partie du patrimoine mondial et qui sont tout à inestimables. fait. Tout à fait, tout à fait. Mais Voilà. ce qui est très important, c'est la tiare parce qu'elle a encore. Lorsque j'ai lu cette description, j'ai été émerveillé parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des. Ça a été arraché, donc forcément, il y a il faut savoir que le natron, ce qui est un composé de l'Égypte antique utilisé pour l'embaumement, c'est une sorte de bitume très très collant. Et donc, par ce biais-là, il est possible que les cheveux ont conservé leur. Bah, ils ont peut-être conservé des brins d'ADN qu'on pourrait exploiter. Donc, ça serait très très intéressant pour. On pourrait même faire presque, alors, avec les technologies d'aujourd'hui et l'ADN, un vrai portrait robot qui serait proche de à quoi il pourrait ressembler Ah, à l'époque. Parce que ah oui, tout c'est à fait, tout ça, à fait. Ouais. plus proche, puisqu'aujourd'hui, on appelle des gravures, mais tu sais, j'imagine que les gravures et tout ça, bon, c'est Oui, toujours ils sont compliqué. très idéalisés, les gravures. Les gravures sont Voilà. très idéalisées. Et d'ailleurs, sa taille ne correspond pas, vu que le sarcophage est beaucoup plus grand. Donc, sa taille ne correspond pas à sa taille réelle. Il était Le beaucoup plus seul moyen grand. aujourd'hui qu'on ait de voir, en grosso modo, la taille, le poids estimé, et etc., tu vois, mais avoir une réalité, je parlais. Pour Mhm. exploiter tout ça, ça serait de retrouver, comme tu dis, l'atome en vrai, en réel, et puis l'ouvrir et voir exactement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité et qu'il est redescendu plusieurs fois voir la tombe avec l'aide d'un aide consul qui était un peu corrompu. Donc, il a corrompu l'aide consul et est allé faire des croquis. Donc, il a pris beaucoup de temps, il est retourné plusieurs fois, il a fait pas mal de croquis, mais hélas, qui ont disparu pour certains, pas pour tous, parce qu'après sa mort prématurée à Paris, son appartement à Paris a été mis sans dessus-dessous. Donc, Comme par hasard. Mais voilà, bon, il y a beaucoup, c'est ça qui donc est. oui. Ouais, c'est carrément un cold case. Donc, à un certain moment que j'ai évolué là-dedans, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Plus j'avançais, plus je découvrais des choses qui sont ouais, c'est Non, mais juste. voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que vraiment, c'est vraiment un mystère moderne, Alexandre le Grand encore. Et c'est Oui, toute une enquête moderne. Ce que je dis, c'est parce que ben, finalement, on n'a rien de lui, à part des écrits, des choses comme ça, mais de réels artefacts, etc., officiellement. Hein. On parle toujours d'officiellement, il n'y a rien. oui, Il y a un petit truc en Amérique, peut-être, oui. etc. Voilà. Et voilà, on le redit encore, cette Oui, place est personnelle du musée. Et toi, quand tu as eu aujourd'hui, tu as des noms des collectionneurs privés. Euh, tu les cites dans le livre quand même. j'ai Et ça pris le te. risque de Comment l'écouter. expliquer quelque part, tu n'as jamais eu. Alors, moi, je vais te le dire honnêtement, tu n'as jamais eu de pression, quelque chose là. Il n'y a pas eu. Oh, moi, je m'en moque de pression, je veux dire. Ouais. Franchement, je suis Mais un est-ce que tu as rescapé de vécu ça? l'attentat de Nice. Je Est-ce que suis tu un as eu un rescapé de peu. l'attentat de Nice, donc j'ai peur de personne. Moi, je Non, fais oui, ce que j'ai mais envie de faire. Donc, voilà. les gens qui le possèdent aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est des gens qui ont eu de l'argent, qui l'ont acheté ou qui l'ont eu par héritage. Et c'est des familles, j'imagine, ou des personnes en eux-mêmes qui ont de l'argent, des collectionneurs d'art, etc. Oui, c'est des collectionneurs très en vue qui étaient, mais c'est toujours les mêmes. Je veux dire, ça a été très simple de débusquer parce que en Amérique, dans les années 50, il y avait qu'une quinzaine de collectionneurs qui s'intéressaient à des artefacts de l'Antiquité grecque. Donc, on en a très vite fait le tour. Et voilà, j'ai même pu avoir certains photos des artefacts. Donc, c'est palpable, quoi. On a la piste, on a les noms, on a où ils sont aujourd'hui, on a des dates de vente. D'ailleurs, il y a certaines maisons de vente qui n'ont été pas légales, hein. Voilà, Ils ont vendu des choses sous le voilà. C'est manteau, ça hein. que j'allais en venir. J'allais en Ouais. venir. Et les maisons de vente, à un moment donné, il y a bien des gens qui ils vont filtrer parce qu'une maison de vente, moi, demain, j'ai un artefact de Alexandre le Grand, la maison de vente. Si elle est honnête, elle va de suite appeler, enfin, elle va remuer les terres pour déjà l'authentifier elle-même, mais elle va le Oui, garder. aujourd'hui, c'est plus possible. C'est vrai que, mais à l'époque, en 1913, par exemple, à Paris, c'était possible. Parce que là, ça Aujourd'hui, commence en 1913, parce que il y a certains membres de la famille de l'explorateur qui étaient décédés, qui ont, pour des besoins d'argent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, je ne sais pas dans la finance, mais ils ont vendu certains des artefacts. Et certains des artefacts étaient dans un catalogue officiel des ventes, mais ils ont retiré en dernière minute et c'est vendu en fou. sous-main par le commissaire qui était corrompu. Donc, il a vendu en sous-main, mais apparemment, à l'époque, c'était légal. On pouvait les vendre en sous-main, donc, allez savoir, je ne sais pas, en Ouais. 1913, c'est légal. Donc, ensuite, nouveau rebondissement dans les années 20, revente dans les années 30. Donc,
Et Ensuite, il y a... aujourd'hui, et en 2024, aujourd'hui, Oui, vu que tu as toutes tout à ces fait. informations, on sait qui, quand, comment les a aujourd'hui. Absolument, absolument. Je les ai mis dans mon livre. Donc, tout est... Donc Voilà. là, aujourd'hui, voilà, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, donc tu as eu des infos avant, tu as toutes les pistes, tu sais tout, enfin, tu sais, et aujourd'hui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, voilà, est-ce que pendant ce truc, comment dire, ce roman, fait ton livre, etc., est-ce que tu as déjà subi au cours de tes enquêtes, je dirais, euh, une quelconque Oui, pression? oui, j'ai subi une pression par rapport à mon archéologue qui m'a un soir, c'était à 1 heure du matin, et normalement, c'est pas le temps où elle communique, hein. Elle communique toujours l'après-midi ou le début de soirée. Elle m'a dit, tu vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai été menacé de mort par le directeur de la société qui possède l'immeuble, de ne plus entrer dans cet immeuble, que je serai déclaré personne non grata à partir d'aujourd'hui, et qu'ils allaient appeler en fait des personnes pour me faire partir de force parce que j'ai été interdit d'entrer dans cet immeuble parce qu'en fait, elle est entrée en catimini et est allée voir le soubassement. Et il y avait là des portes qui étaient murées avec 2 portes d'acier en plus. Donc, elle a dit, mais qu'est-ce qui cache ce monsieur? Mais nous, on le sait. Mais bon, ensuite, elle a dit, est-ce qu'il n'a pas peut-être eu vent de cette histoire, qu'il est descendu en bas, qu'il a déjà tout récupéré? Est-ce que ça a été vidé? Donc ça, on ne sait pas. Donc on s'est fait plein de soucis à ce propos-là, mais j'ai eu des Alors, menaces par personne interposée à travers l'archéologue, donc sur c'est place, complètement. Alexandre. Voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est Oui. qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on en est là. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a une. Alors, c'est une question plus que moi je vais te poser très simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, sur des objets comme ça, qu'on sait qu'ils existent, on sait que ci, que là, est-ce qu'il y a des surveillances au niveau des ventes et achats dans les maisons de vente, des surveillances récurrentes par des archéologues ou des gens qui sont là pour surveiller si tel objet ou d'autres objets ne Oui, rapparaissent pas? officiellement, oui, mais je pense qu'il est toujours possible par des moyens de corruption de passer outre. On l'a vu d'ailleurs avec la guerre en Irak. Je veux dire, il y a eu 300 000 objets qui ont été dérobés par les forces américaines en Irak, donc par les soldats qui ont été revendus au marché noir. Ça a été le plus grand vaste trafic de la fin du siècle. Ça, il n'y a personne qui en a parlé, mais c'est gigantesque. Et au fur et à mesure où ces choses ont atterri sur le marché, une fois que c'est sorti du domaine militaire, via des trafiquants civils, ben, ces trafiquants civils ont été arrêtés, donc certains objets ont été rendus à l'État irakien. Donc, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, il manque beaucoup d'objets parce qu'à un certain moment, les soldats se sont rués dans les musées, ont tout cassé, ont tout pillé. Donc, voilà. Parce que, On est voilà. Donc, ça, d'accord. on ne dit pas, parce que c'est un petit peu les aléas aussi de la guerre, c'est que lorsqu'il y a une invasion avec l'Irak par les forces américaines, il y a eu un pillage en règle des musées irakiens. Donc, voilà. Ça, c'est dramatique pour le patrimoine mondial parce qu'on Et ce perd que des je objets à tout voudrais dire moment. aujourd'hui, voilà, je voudrais dire à tout le monde, voilà, aujourd'hui, on a parlé d'Alexandre le Grand avec Alexandre, avec Alexandre aussi, c'était prédestiné. Mais Ouais, ce que je veux vraiment dire aussi à tout le monde aussi, c'est que c'est un vrai livre historique, c'est un vrai livre où on a des réelles informations. on voyage avec ce livre dans les époques Et totalement c'est un livre. différentes. Alors, ce que j'aime aussi dans ça, c'est un livre d'actualité. Il y a des informations uniques que vous ne retrouverez que dans ce livre-là, les amis. Alors, moi, j'incite tout le monde à l'acheter parce que aussi, c'est, voilà, les gens qui s'intéressent à l'histoire, à Alexandre le Grand en particulier, ou même à tout ce mystère autour de ça, et à l'art et à la civilisation mondiale, puisque ça fait partie vraiment du patrimoine mondial. Et je pense, et ce livre-là, justement, euh, j'attribue ça au patrimoine mondial en disant que voilà, aujourd'hui, Alexandre, des dizaines d'années de recherche avec des archéologues internationaux ont permis aujourd'hui de dire un emplacement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne délivre pas les autorisations puisqu'il y a encore ce. On attend, donc voilà, c'est un Voilà, petit il y a peu. des pressions, multiples pressions qui font que eux, ils peuvent, les gens qui ne veulent pas que ça se découvre, pour X raison, on ne sait pas. Mais voilà, aujourd'hui, on a un mystère qui est mondial et tu en parles aujourd'hui et tu délivres des informations, je dirais presque confidentielles, et que tu mets au grand jour pour que tout le monde le sache. Voilà, C'est tout à fait, aussi parce un que devoir c'est le de fruit mémoire. d'un long travail de recherche, d'une passion que j'ai pour ce sujet, et voilà, que je voulais mettre à jour, et je voulais pas faire une biographie comme on en trouve des centaines, parce que ça m'intéresse pas, donc de Mais faire en une tout cas, biographie standard. Voilà.
En tout cas, je dis juste bravo pour toutes ces recherches Bon, et merci. tout ça. Et j'espère vraiment que ton livre sera vraiment un grand succès parce que même moi, tu vois, là, en parlant avec toi, putain, c'est quelque chose qui, tu vois, j'aime l'histoire, on aime tous l'histoire, on aime tous les enquêtes, on aime tous les secrets, on aime tout ça et tu réunis tout ça dans ton livre. Alors bravo. Et C'est bon. alors les gens, voilà, Alexandre Legrand chez Hello Édition. Vous tapez juste Alexandre Legrand sur le site Hello et vous l'avez. Et Oui, voilà. Alexandre Legrand, l'assassinat et la tombe perdue chez Hello Voilà, Audition. il a temps perdu. Donc voilà, vous le trouverez sur Hello Édition. Donc je vous invite vraiment tous à aller le commander. Oui, il est sur, à la FNAC, Il a la FNAC et il a un dans peu les partout. librairies, donc voilà, s'il n'est pas Et en il a, rayon alors, directement, donc je vais voilà. en revenir aussi. Il a un prix super abordable de 17 euros, j'ai vu chez Hello. Voilà, tout à fait. Super correct pour un livre Ah oui, avec des. la plupart des livres que j'achète, moi, ils sont à 22 euros, donc Voilà, voilà. Non, mais c'est ça aussi, je veux le situer aussi voilà. pour dire qu'on a un Mm, livre de qualité avec des recherches, etc. De grandes mm. recherches. Alors, c'est pour ça que je veux vraiment mettre le point d'orgue sur ça, c'est qu'Alexandre Sodler, il est historien, il fait partie de beaucoup de choses au niveau d'Alexandre Legrand et au niveau international. C'est ça que je veux dire aussi, c'est quand même qu'aujourd'hui, on a un spécialiste d'Alexandre Legrand. Voilà, vraiment un professionnel du personnage en particulier, une référence en son domaine et qui écrit un livre sur Alexandre Legrand avec tout un tas de données uniques et Ah vraiment oui, surtout que j'ai fait une reconstitution de toutes les personnes présentes la nuit du dernier banquet. Ça m'a mis 6 mois rien que de faire la liste des participants parce qu'elle était introuvable. Comme j'ai dû faire des voilà. recherches Aujourd'hui, monumentales. Alexandre, voilà, aujourd'hui c'est un livre unique qui présente des choses uniques et au niveau international sur des secrets qui aujourd'hui sont même pas encore révélés dans le milieu archéologique officiellement. Oui, Donc, disons que lorsque j'ai contacté mon archéologue pour la première fois en 2019, je n'avais même pas encore fini d'écrire le livre, hein. Je ne l'avais pas encore publié. Mais je voulais me lancer dans cette, de mettre, de me lancer, de faire la vérification de mes faits. Est-ce qu'on peut vérifier ça sur le terrain? Parce que j'avais tous ces faits-là, mais je n'étais pas à Alexandrie. Donc, tu as voyagé là-bas pour y un aller. certain moment, elle m'a contacté dans la nuit même en me disant, mais c'est stupéfiant. D'abord, je voulais pas répondre parce que je savais pas que c'était sérieux, mais tous les éléments que vous me fournissez, c'est juste incroyable. Et au fur et à mesure, une amitié s'est installée, une confiance réciproque. On s'est vu même à Athènes, en Grèce. On a parlé toute la nuit de ça. On était partis, quoi, parce qu'elle, voilà, elle est elle aussi fascinée par Alexandre le Grand. Elle fait les fouilles depuis 30 ans à Alexandrie, donc c'est une grande professionnelle de l'archéologie. Et donc, elle s'est consacrée une moitié de la semaine à ses fouilles et l'autre moitié à nos fouilles à nous. Donc, c'était carrément, on s'est fait une correspondance épistolaire et je pense que ça, ces correspondances, ça ferait carrément un livre de 500 pages, tout ce qu'on s'est dit sur les, Eh ben, sur en les... tout cas, Alexandre, merci beaucoup d'avoir fait cette Avec interview. plaisir. C'était vraiment exceptionnel. Et bien, écoute, je te souhaite un grand succès vraiment pour ce livre. Et surtout, tiens-nous au courant. Tu peux m'envoyer quand tu veux des emails pour toutes tes Ben, pour parutions. l'instant, il est en cours de traduction, il va paraître en Italie Ouais. et en Grèce, c'est en cours aussi, donc voilà. Et n'hésite pas, voilà, à m'envoyer ta com, ta communication, voilà. En tout cas, bravo Alexandre pour tout ce travail que tu as fait. Et puis, je te souhaite un grand succès pour ton livre. Et à Merci. très, très vite. Surtout que la vérité sorte enfin, qu'on voit Alexandre le Grand sous son véritable jour. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Eh bien, c'est génial. Eh bien, merci à toi, Alexandre, et passe une excellente soirée. Merci à toi aussi. Ciao, ciao.